Avec deux gros plans ce soir, on va parler d'Alstom avec Natacha Polony et Nicolas Bétou de l'Opinion. Et puis on reviendra sur le malaise, l'état de santé d'Hillary Clinton avec François Clémenceau, notre éditorialiste, mais qui est aussi un biographe d'Hillary Clinton. Et on sera en ligne avec le correspondant d'Europe 1, Xavier Yvon. Mais on commence, Natacha, avec cette affaire Alstom. Il y a donc eu une réunion de crise à l'Elysée ce matin. Le président a demandé à ses ministres de tout faire pour que les activités ferroviaires d'Alstom à Belfort soient sauvées. Désormais, on a l'impression que c'est plus de l'économie, ce dossier, c'est devenu politique. Oui, et très honnêtement, alors moi j'ai envie de dire, il était temps que ça devienne politique, parce que visiblement, c'est vrai que là, pour le gouvernement, il y a le feu au lac, parce qu'Alstom est à cette fin de quinquennat ce que Florange a été au début du quinquennat, c'est-à-dire le symbole de la désindustrialisation qui détruit l'économie française. Et c'est la preuve que le sujet est on ne peut plus politique, c'est que ce week-end, aux assises du Made in France, quasiment tous les candidats déclarés à la présidentielle ont défilé et tous ont évoqué le cas Alstom. Arnaud Montebourg, évidemment, s'est pas privé de rappeler que quand il avait arraché 20% de participation au capital d'Alstom, Emmanuel Macron, qui était alors secrétaire général adjoint de l'Élysée, avait commenté on n'est quand même pas au Venezuela. Ben oui, c'est limite communiste de participer au capital d'une entreprise. Et puis bon, évidemment, Nicolas Sarkozy, lui, s'est fait un plaisir de s'interroger dans le journal du dimanche, là, sur ce gouvernement qui n'aurait pas été au courant de la décision d'Alstom. Et donc cet interventionnisme qui intervient, j'allais dire, aujourd'hui, vous dites qu'il faut s'en réjouir ou pas? Mais oui, moi je trouve que ce qui est intéressant, alors je pense que Nicolas Bétou ne sera pas tout à fait d'accord avec moi. On va voir ça. Ouais. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que les lignes bougent. En fait, plus personne n'oserait lancer comme Lionel Jospin que l'État ne peut pas tout. Ce qui signifiait, souvenez-vous, qu'en fait, il renonçait à faire quoi que ce soit. D'autant qu'en l'occurrence, l'État aurait pu sur Alstom, en maintenant sa place dans le capital d'Alstom en 2003, par exemple, en ne laissant pas Patrick Cron brader ce qui relevait des intérêts nationaux en matière d'énergie et qui avait été financé accessoirement par l'argent du contribuable, en ne mentant pas, comme l'a fait Emmanuel Macron, sur la nature de l'accord avec General Electric. Et puis, en menant une politique à long terme, par exemple, à travers les commandes de la SNCF, parce que quand on constate aujourd'hui qu'une filiale de la SNCF, Akiem, depuis qu'elle a été rachetée à 50% par la Deutsche Bank, commande ses locomotives à l'allemand Vossloh et au canadien Bombardier, on se demande où est la politique industrielle de l'État français. Alors Natacha, vous avez sans doute entendu le nouveau ministre de l'Industrie, Christophe Sirugue, qui était dans le journal tout à l'heure, et qui a été assez clair, même pas assez clair, tout à fait clair. Il a dit oui, on va sauver le site et les emplois. Est-ce qu'il faut le croire ? C'est-à-dire qu'une politique industrielle, ça ne se décrète pas. Et ça ne se décrète surtout pas uniquement le jour où le grand public s'aperçoit que des emplois vont disparaître. Donc aujourd'hui, les candidats à la présidentielle semble prendre conscience qu'il n'y aura pas d'emploi sans politique industrielle à long terme, sans protection des secteurs stratégiques, sans résistance, surtout c'est le plus important, à l'impérialisme juridique américain. Et ça ne veut pas dire fermer les frontières. Il y a un juste milieu entre le Venezuela et le fait d'équiper la SNCF en train allemand ou l'armée française en véhicule Ford. Donc les États-Unis et l'Allemagne, eux, visiblement, ils n'ont pas les mêmes pudeurs que nous. Alors la prise de conscience, c'est bien, c'est un début. Après, il faut la volonté politique. Alors Nicolas Bétou, justement, vous allez pouvoir répondre à Natacha Polony, notamment quand elle dit il faut une volonté politique. Il était temps, apparemment il y en a une. Est-ce que vous êtes d'accord ? J'aimerais être d'accord. À vrai dire, tout ce qui est en cours en ce moment relève de la gesticulation. Ce qui importe, c'est de sauver la face, pas de sauver l'industrie, d'éviter la répétition du naufrage de Florange, en effet, mais pas de chercher à intégrer la logique de l'entreprise Alstom. Ça fait des mois que l'on sait que cette situation chez eux est très tendue. Moi, j'ai rencontré le patron d'Alstom en février dernier. Il était très clair. Est-ce que vous croyez que l'État pouvait ignorer ce que le groupe disait tout haut? Non, je ne le crois pas. Voilà. Je crois que l'État était au courant. Et vous aussi, vous le croyez? Et en plus, l'État est actionnaire. Mais là aussi, c'est une farce. Pardon, Natacha, c'est une farce. Pour montrer qu'il restait impliqué, après avoir autorisé la vente d'une partie d'Alstom à General Electric en 2014, l'État a emprunté des actions à Bouygues pour s'afficher comme le premier actionnaire d'Alstom. En somme, l'État est actionnaire en CDD. Est-ce que vous imaginez le pouvoir que ça donne ? Nul. C'est pour ça que ça remonte à plus tôt, en fait, le problème. Mais alors, est-ce qu'on pouvait obliger la SNCF à acheter des locomotives Alstom fabriquées à Belfort ? Eh bien, rien ne l'empêche encore de faire cette bêtise. On peut fermer nos frontières avec l'Allemagne, par exemple. Ce serait particulièrement sportif. C'est notre premier fournisseur. Alors, qu'est-ce qui se passe si on arrête d'acheter une partie de nos matériels chez eux ? Et comme c'est notre premier client, il faut imaginer ce que ça donnerait si l'Allemagne prenait les mêmes mesures en rétorsion. Vous vous souvenez de ce qu'ont subi les éleveurs de porcs et les producteurs de poulets lorsque les Russes ont coupé leurs importations en représailles aux sanctions que nous leur avons infligées à cause de l'Ukraine. Et puis ce genre de protectionniste, il est toujours
illusoire. En 2004, on a un exemple très précis, très clair, très documenté. George Bush a pris des mesures de protection du marché américain de l'acier. Il a sauvé 3500 emplois, très importants chez les producteurs d'acier, et il en a détruit entre 12 et 43 000 éparpillés dans le reste de l'industrie américaine qui a dû acheter son acier plus cher et pas forcément meilleur. Encore plus frappant, nous avons en Europe même l'exemple d'une zone qui a jusqu'à la caricature protégé ses frontières et qui avait fait de son industrie un étendard politique, c'est le bloc communiste. Et en Allemagne, vous vous souvenez de ce qu'était devenue cette industrie automobile bien protégée à l'intérieur des frontières, la Trabant. La Trabant, il faut rappeler pour ceux qui s'en souviennent pas, une petite voiture extrêmement polluante et ridicule et toute petite qui était fabriquée en Allemagne. Il n'y a pas que la Trabant. La Trabant, c'était la Trabant quand on se protège. Quand on se protège, oui, mais la Skoda, elle est en ce moment en ruine avec Renault. Sur l'affaire d'Alstom, il faut juste remonter à l'histoire complète pour comprendre comment ça s'est passé. L'histoire complète, c'est du long terme. Et précisément, il n'y a aucune solution de dernier recours. Quand on est en face d'un accident, il n'y a plus rien à faire. C'est du long terme. Et c'est tout le contexte qui est en cause. Tenez, lorsqu'on supprime l'écotaxe, Ségolène Royal, lorsqu'elle supprime l'écotaxe, elle abîme Alstom, elle nuit aux intérêts d'Alstom. Pourquoi ? Puisque cette taxe devait financer les infrastructures, les investissements dans le ferroviaire. Eh bien, de tels exemples de la responsabilité des politiques, il y en a des dizaines. Alstom, c'est un scandale d'État. Voilà, mais on sent que sur l'intervention de l'État, vous n'êtes absolument pas d'accord. Mais sur le long terme, on est d'accord. Sur le fait qu'Alstom est un scandale d'État, très bon livre de Jean-Michel Quatrepoint qui justement explique qu'on n'a pas eu de stratégie. Là, on est d'accord. Nicolas Bétou et Natacha Polony sur le dossier Alstom. On en vient maintenant au dossier Hillary Clinton. Comment va-t-elle ? On est donc avec François Clémenceau du JDD, biographe d'Hillary Clinton, et en ligne de New York avec notre correspondant Xavier Yvon. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Habituellement, on vous retrouve un tout petit peu plus tard pour le journal de la présidentielle, mais vu l'actualité, forcément, on vous a fait venir maintenant. D'abord, pour que vous nous racontiez un petit peu quelle est l'ambiance chez vous, ces images du malaise d'Hillary Clinton, elles continuent à tourner en boucle et en boucle sur toutes les télés ? Ah oui, surtout les chaînes d'infos en continu. Là, j'ai un peu zappé avant de vous parler. Et effectivement, Fox News, CNN, MSNBC, ils y sont tous. Je regarde en même temps que je vous parle. Bon, voilà, c'est la pub, parce qu'il y en a beaucoup sur les chaînes américaines. Mais effectivement, elle tourne en boucle. Et avec notamment ces dernières informations que je vous donne sur la santé d'Hillary Clinton, son porte-parole a dit qu'elle n'avait pas d'autre problème médical que la pneumonie, qu'elle allait mieux, qu'elle restait à la maison aujourd'hui et que des documents médicaux seront publiés plus tard. Alors, on voit en plateau défiler des médecins, les consultants, bien sûr, sur le mode est-ce que c'est grave docteur, et puis les commentateurs politiques à qui on pose la même question, est-ce que c'est grave docteur politique? Oui, politiquement c'est grave, évidemment, et le camp Clinton le sait bien. D'ailleurs, il y a une info qui est en train de sortir là par des sources internes à la campagne Clinton. Alors on ne sait pas trop comment la prendre, mais c'est que il y aurait une épidémie de pneumonie au QG de Clinton à Brooklyn, là pas loin du bureau européen à New York. Une partie de son équipe de campagne serait elle aussi tombée malade ces dernières semaines, même son directeur de campagne. Alors ça pourrait expliquer pourquoi Hillary Clinton est elle-même malade. Alors il y a effectivement ce communiqué de sa porte-parole à l'instant même qui dit il n'y a pas d'autre problème que la pneumonie. François Clémenceau, c'est important. Pourquoi ils le disent ? C'est parce que la rumeur court depuis longtemps, et notamment c'est Trump qui le dit tout le temps, qu'elle n'a pas qu'une pneumonie. Avant même, Nicolas, qu'Hillary Clinton se présente à la présidentielle, déjà à l'époque, Karl Rove, dans le Wall Street Journal, disait « Attention, cette femme, vu son âge, vu la charge qu'elle a eue au département d'État, ne peut pas physiquement tenir la rampe pour pouvoir aller à la Maison-Blanche. » Les conservateurs, les républicains, détestent à ce point Hillary Clinton qu'ils font en sorte de la disqualifier. S'ils n'y arrivent pas politiquement, ils y arrivent médicalement. Et c'est au point que, à chaque fois qu'on l'a vu ici ou là, dans un petit moment, peut-être éventuellement pas toujours d'équilibre, ou alors avoir un peu de chercher son timbre de voix. Elle a toussé beaucoup. Alors, Trump en avait fait sauf que maintenant, on sait pourquoi elle toussait. C'est le sketch de Fernand Reynaud, pourquoi tu tousses. Mais maintenant, on sait, oui, d'accord, elle a attrapé une pneumonie, et donc elle toussait, et donc ça l'affaiblissait. Et donc, lorsqu'elle va aux cérémonies du 11 septembre, qu'elle ne pouvait pas décemment laisser de côté, eh bien, insolation, déshydratation. Et il se passe exactement la même chose qu'en 2012, à la fin de son mandat de secrétaire d'État, lorsque, là aussi, après des voyages littéralement harassants, elle fait un coup de fatigue. Ce coup de fatigue, elle oublie de s'hydrater, elle fait une chute et c'est la commotion cérébrale. Je veux dire,
ça peut arriver à n'importe qui. Ouais, Entre mais sauf 65 et 75 ans, je veux dire, le coup de chaleur, voilà. tous les étés, vous avez... Bon. Mais c'est pas n'importe qui, c'est oui. une candidate à la présidence des D'accord, États-Unis qui a 69 ans. Ouais. Non, mais Ouais. je veux dire que ce n'est pas parce qu'un jour, on a un coup de chaud, un coup de fatigue ou une pneumonie qu'on est disqualifié à vie pour être président des États-Unis. Donc la question, elle n'est pas là. La question, c'est comment Hillary Clinton répond à ça. Si elle cache son état de santé, si pendant une journée entière, elle ne communique pas en disant bah, « écoutez, ça va, j'ai eu un... » Si elle fait pas ça, et si elle reconnaît 4 jours plus tard que en fait, elle toussait parce qu'elle avait une pneumonie et non pas un chat dans la gorge, ça veut dire qu'elle n'est pas dans la transparence, ça veut dire qu'elle peut mentir, ça veut dire qu'elle a des choses à cacher. Et ça, c'est ce qu'il y a de pire que son état de santé. Et en attendant, Ouais, Xavier c'est une Yvon, grosse erreur, ça, c'est une grosse erreur de son équipe de campagne. Hein. C'est de ne pas avoir dit tout de suite elle a une pneumonie, il faut qu'elle se repose. Ils ont parié sur le fait qu'elle tiendrait le coup, et sauf qu'en fait, ça fait une catastrophe encore plus grande. C'est qu'elle n'a pas tenu le coup et ça a donné les images qu'on a vues qui sont terribles pour sa campagne. et donc la catastrophe, pour l'instant, les conséquences à court terme, c'est d'abord un voyage annulé en Californie. Oui, c'est ça, elle devrait être là alors qu'il est en Californie et jusqu'à demain. Alors finalement, elle fera une téléconférence à la levée de fonds à laquelle elle devait aller aujourd'hui à San Francisco. Et pour le reste, c'est surtout des questions. À quel moment elle va pouvoir reprendre sa campagne? Est-ce qu'elle va le faire? Mercredi, elle doit aller dans le Nevada. Pour l'instant, on ne sait pas si elle ira. Alors il y a son mari qui prend un peu le relais parce qu'il va faire, Bill Clinton, une interview sur CBS. On sait que c'est une campagne très exigeante. Hein. François Clémenceau en a vécu beaucoup. C'est un rythme effréné entre les meetings, les interviews, les avions, les soirées de levée de fonds. La semaine dernière, en 7 jours, Hillary Clinton est allée dans l'Ohio, dans l'Illinois, en Floride, en Caroline du Nord, dans le Missouri et à New York. Vous vous rendez compte à quel point c'est exténuant. Alors, l'autre conséquence, c'est qu'elle va probablement être obligée de publier un bulletin de santé très détaillé ou faire une interview juste là-dessus, ou même les deux, hein, parce que voilà, les questions se posent énormément sur son état de santé. Et puis, un peu plus loin, c'est est-ce qu'elle sera en forme pour les débats, hein. Dans sa réaction très gentleman ce matin, Donald Trump a quand même glissé un petit tacle en disant qu'on se retrouverait au débat. Le premier débat, c'est le 26 septembre à New York. Et puis, juste vous signaler un truc, c'est que les débats, vous savez, c'est souvent des négociations entre les équipes de campagne pour savoir comment se déroulera le débat, le plateau télé, etc. Et dans les négociations, il y a la température du plateau télé. Et quand on sait qu'il a eu un coup de chaud, ça va être savoureux, je pense. Merci Xavier Yvon. Et puis toutes ces questions, donc à quel moment elle pourra reprendre la campagne? Que se passerait-il si elle ne reprenait pas la campagne, tout simplement? Toutes ces questions, on continuera à vous les poser dans le Club de la Presse tout à l'heure. François Clémenceau, vous serez avec nous après 19h30.